En préambule à cette soirée, en tant que président du club UNESCO, je souhaitais vous rappeler les liens qui unissent Metz et l'Ukraine. Ça remonte puisque en 1993, à Paris, lors d'une réunion au Sénat, j'avais eu le plaisir de rencontrer un personnage de l'ambassade de France à Kiev qui recherchait des structures pour accueillir des écoles ukrainiennes qui enseignent en français. Je dis bien enseignent en français. Et il se trouvait que cette personne, Michel Maximovitch, était à l'époque l'attaché culturel à l'ambassade de France. Donc, assez simplement, je lui ai dit, on ne connaît pas bien, on ne voit pas trop, mais on va le faire. Et on a accueilli à Metz, en 1994, des écoles ukrainiennes qui provenaient de 4 villes, des noms qui aujourd'hui résonnent: Donetsk, Poltava, Kiev, Rivne. Il y a eu des échanges pendant plusieurs années, puisque tous les 2 ans à peu près, les jeunes et leurs professeurs venaient à Metz, et l'année intercalaire, nous allions avec les familles d'accueil qui pouvaient, avec des jeunes qui n'étaient pas pris à l'école, avec des élus, avec des enseignants. Nous allions dans les 4 villes. Ça a duré. Ça a débouché sur plusieurs choses. Bon, Violetta en parlera mieux que moi. La création d'élus avec des jeunes qui étaient venus à Metz dans ces rencontres. Il y a eu le jumelage entre l'université de Metz et celle de Tchernivtsi. Et puis surtout, il y a eu un développement important des alliances françaises en Ukraine à l'initiative d'une toute jeune professeure de Rivne qu'on avait accueillie à 2 reprises d'ailleurs à Metz. Donc Nadia Choupak, avec qui on a été très très longtemps en contact et qui a développé, elle est directrice de l'Alliance française de Rivne, mais elle a développé un réseau d'alliances françaises à travers toute l'Ukraine, notamment en développant cette culture française auprès des étudiants et des jeunes ukrainiens. Donc je suis heureux de voir que ces échanges vont continuer, même si le contexte n'est pas celui qu'on pourrait espérer, et que derrière, hier a été annoncé à l'Arsenal la création d'une maison d'Ukraine à Metz. Donc c'est une continuité de ces liens qui unissent Metz et l'Ukraine. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Violetta Moscalou, qui va nous parler des enjeux de la guerre en Ukraine et pour les différents partis. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'organisation de cette soirée. Merci beaucoup à la ville de Metz pour l'accueil. On n'entend pas. Et merci à vous tous d'avoir fait le déplacement pour être venus ce soir. D'accord. C'est vrai qu'en écoutant Claude parler des premiers échanges entre Metz et l'Ukraine, et un peu ça faisait résonance dans ce qui est dit par Vladimir Poutine, qui considère que la chute de l'ex-URSS était la pire des catastrophes géopolitiques du XXe siècle, parce que en fait, si je peux dire, la chute du mur de Berlin et la chute de l'ex-URSS a été un formidable moment d'ouverture et de liberté pour plusieurs générations d'Ukrainiens, des Bélarusses, des gens d'autres républiques qui sont devenus des pays indépendants en 1991. Parce que c'est grâce au fait que le mur de Berlin est tombé, nous avons pu, étant des étudiants à l'université, à un moment donné, avoir la possibilité de voyager et de poursuivre une partie des études à l'étranger, ce qui en Europe, pour beaucoup, ce qui fut mon cas personnel et ce qui fut le cas aussi pour
beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui membres actifs ou bien membres du comité de direction de l'association Échange Lorraine-Ukraine. Donc en 1999, une convention de partenariat avait été signée à l'initiative d'un couple Michel et Hélène Pont entre l'université Paul Verlaine-Metz et l'université nationale Yuri Fedkovich de Tchernivtsi, qui prévoyait la possibilité pour les étudiants de Tchernivtsi de faire un semestre ou une année d'études à Metz. Et par la suite, donc, ce partenariat, il a évolué sur différentes formes. Il est aujourd'hui toujours actif. Et puis, il y a eu aussi des échanges, pas seulement de l'Ukraine en France, mais aussi de France à l'Ukraine. Il y a eu des échanges au niveau des jeunes enseignants, il y a eu des échanges au niveau des professeurs des universités, il y a eu des échanges au niveau des stagiaires. Mathieu, à ma droite, pourra témoigner aussi de ses premiers séjours en Ukraine, à Tchernivtsi. Ensuite, donc ces étudiants, de façon très spontanée, on a cherché à formaliser, on va dire, notre présence ici. Et l'association l'association de son nom complet, l'association franco-ukrainienne de formation, culture et solidarité, Échange Lorraine-Ukraine, élue comme acronyme, a été formellement, officiellement enregistrée à Metz le 8 février 2004. Depuis 2008, nous sommes reconnus organisme d'intérêt général et donc les principales missions étaient autour de 3 axes qui ont été posés dans le nom. La formation, les échanges universitaires, académiques, ensuite les échanges culturels et la solidarité avec les étudiants. Ensuite, on a organisé des missions humanitaires aussi de mes étudiants quand je commençais à enseigner à l'Université de Lorraine et puis à l'école de commerce, ICN. Et puis là maintenant, depuis un mois et un jour, l'axe solidarité a pris le dessus sur tout le reste parce que la guerre en Ukraine a créé une réalité nouvelle et qui fait que notre association s'est retrouvée au cœur d'un dispositif Solidarité Ukraine ou SOS Ukraine, comme on l'appelle aussi, ou en partenariat avec la ville de Metz en premier lieu, avec Metz Métropole, avec d'autres institutions locales, avec l'État. On essaye de développer en synergie les bases d'un dispositif correct pour coordonner la collecte et l'envoi de l'aide humanitaire en Ukraine et aussi l'accueil des personnes déplacées d'Ukraine. Nous en parlerons plus en détail dans la deuxième partie de la soirée, pendant l'Assemblée Générale Extraordinaire qui va suivre la conférence. Vous êtes tous invités, même si vous n'êtes pas encore membre adhérent, vous pouvez adhérer et prendre ensuite part au vote et vous joindre au groupe de travail. On présentera notre nouvelle structure de QG de crise d'élus. Et il y aura une place pour chacun et chacune d'entre vous qui ont envie de rejoindre les groupes et travailler en solidarité pour aider les Ukrainiens qui se battent pour la liberté et pour les valeurs qui ont été posées comme fondement de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Donc pour peut-être brièvement donner quelques points d'éclaircissement sur ce qui est mon analyse partagée par beaucoup autour de ce qui était à l'origine en fait du conflit et pour essayer de ne pas me répéter par rapport à ce qui a été dit hier soir pendant la soirée de solidarité avec l'Ukraine à l'Arsenal. Je dirais que le revanchisme quand même de Vladimir Poutine est la raison principale. Donc lui, dans ses derniers discours, il remonte, il parle avec beaucoup de nostalgie presque, on dirait, de l'ex-URSS, et il parle même de ce qu'on perçoit, son envie de revenir, de ramener la Russie actuelle à ce qui était la Russie impériale. Cette année, le 30 décembre 2022, on fêtera, enfin, c'est la date anniversaire
les 100 ans de la création de l'ex-URSS. Cette année, le 7 octobre 2022, Vladimir Poutine va fêter ses 70 ans. Il a voulu partir à la retraite avec un cadeau ou un trophée, l'Ukraine qui serait sous la domination totale de Moscou. Donc on a cru qu'une campagne éclair de 2-3 jours, un blitzkrieg, allait permettre aux Russes de décapiter Kiev, de faire fuir le président Zelensky et le gouvernement, ou bien de le mettre hors d'état d'exercer ses fonctions, mettre des figures politiques téléguidées par Moscou et s'assurer que tous les élan de liberté et toutes les aspirations du peuple ukrainien de développer une démocratie basée sur les valeurs partagées avec l'Union européenne, tout cet élan depuis la révolution Euromaidan, depuis la révolution donc, de 2013-2014, depuis la révolution orange encore, 2003-2004, il a pensé qu'il allait anéantir en 48 heures. Donc, pour plusieurs raisons, il s'est trompé dans son analyse et fort heureusement. Honnêtement, nous, on n'a pas le choix que de combattre jusqu'au dernier Ukrainien vivant. Parce que si on veut arrêter la guerre, il faut que les Russes déposent des armes. Et la guerre s'arrête. Si les Ukrainiens déposent des armes, il n'y a plus d'Ukraine. On ne peut pas imaginer une seconde la capitulation de l'Ukraine malgré la terreur, malgré les victimes civiles et les déchirements que ça crée, parce qu'on ne veut pas de cette vie et du modèle proposé par la Russie, par le Kremlin. Il n'y a pas de vie aujourd'hui en Russie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Si tu écris un post sur Instagram ou sur je ne sais pas quel autre réseau social, en moins de 5 minutes, tu reçois un petit message, on te dit tu vas écoper d'une amende de 500 € ou bien de 6 mois de travaux forcés. Donc ils ont essayé de semer la terreur et malheureusement on les a laissés faire. C'est peut-être ça aussi une autre raison, peut-être une certaine complaisance ou un manque de fermeté de la part des partenaires européens et occidentaux qui ont laissé quand même passer beaucoup trop de choses à ce tyran, à ce dictateur, à ce président despotique. Pour ne parler que des 10 dernières années, bon, je disais, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'opposition politique en fait. Des figures humanistes comme le politique Boris Nemtsov qui s'est fait tuer par une balle dans la tête aux portes du Kremlin. D'autres opposants comme Alexei Navalny qui s'est empoisonné, si par miracle il survit, il est quand même envoyé dans les camps, jugé maintenant à 9 ans, pour 9 ans encore d'emprisonnement, et donc on sème la terreur. Et il pense qu'il va amener ce modèle en Ukraine. C'est absolument inconcevable. Donc maintenant, le problème, c'est comment arrêter cette guerre, sachant que, vous savez, c'est pas possible d'imaginer un match nul comme aux échecs. Ils vont vouloir chercher à terroriser et on se demande quelles sont les prochaines étapes. En fait, on s'attend au pire pour ne pas faire marche arrière. Et autre chose, il faut comprendre que cette guerre, ce n'est pas seulement la guerre qui concerne l'Ukraine, parce que il a fait beaucoup de revendications aussi, c'est-à-dire tous ces speeches, les derniers speeches, le monsieur n'a pas eu le temps d'écrire des livres, donc du coup il s'est mis en scène pour parler devant des heures, devant une caméra, pour laisser pour l'histoire sa vision révisionniste de l'histoire. Donc on aurait cru à écouter ces discours qu'il pense avoir inventé la machine à faire le temps arrière et à nous ramener au XXe siècle, et puis à exiger de l'OTAN de revenir dans les frontières qui étaient en 96-97, et ainsi de suite en fait. Donc c'est une période
période où, malheureusement, comme ça a été déjà formulé par le président Emmanuel Macron, qui a fait beaucoup d'efforts jusqu'aux dernières heures, en fait, avant que la guerre débute, de prôner le dialogue et donc de faire le nécessaire pour essayer de calmer le jeu, il a dit, malheureusement, le pire est à venir. Donc les autres pays voisins, les pays baltes, la Pologne, s'interrogent et ont peur de la façon dont les Russes vont continuer à attaquer et à agresser. Ça remonte, peut-être pour vraiment comprendre que c'est une guerre civilisationnelle, existentielle presque, ça remonte à la période de Pierre le Grand, qui a cherché en 1723, je pense de mémoire, a voulu transformer le nom en fait du royaume moscovite, le royaume de Moscou, en Russie, pour chercher à s'accrocher à l'histoire de la Russie kievienne, sachant que, et ensuite ça a été développé aussi par Catherine II, qui avait créé un groupe d'historiens qui ont revu toute l'histoire pour réécrire l'histoire. Il y a une commission qui a travaillé pendant 9 ans pour sortir après une histoire revue qui essaie de connecter la Russie kievienne qui essaie de connecter la Russie, donc Moscou, à la Russie kievienne et à créer les liens. Sachant que quand la princesse de Kiev, Anne de Kiev, devenait reine de France, et que Kiev était un État très fort et reconnu, il n'y avait même pas de Moscou. Moscou a été construite plus tard, en fait. Donc, ça remonte à ce conflit, à cette genèse, en fait. Et quelque part, ils ont essayé par tous les moyens d'empêcher l'Ukraine de se développer. Au XXe siècle, donc dans le cadre de l'ex-URSS, beaucoup de terreur a été malheureusement subi par le peuple ukrainien. Et c'est pour ça que quand Poutine parle avec nostalgie de l'Union soviétique, nous, on n'a pas de nostalgie parce qu'on se souvient des goulags, des gens déportés en Sibérie, on se souvient des Holodomor, des millions d'Ukrainiens morts de faim parce qu'il est venu et il venait prendre tout le blé dans les greniers. Donc, quand vous lisiez dans les livres de géographie en 5e que l'Ukraine était le grenier à blé de l'ex-URSS, on a du mal à imaginer comment c'est possible que les historiens disent 7, 8 millions, certains disent 12 millions d'Ukrainiens qui sont décédés pendant la période de Holodomor. Après toute la terreur contre les intellectuels qu'on a cherché à abattre, donc on n'a pas de nostalgie, on ne veut pas revenir en arrière, on veut se développer. On a des mal, bien sûr, c'est pas simple de changer le mode de gouvernance, d'avoir des institutions démocratiques, mais le peuple ukrainien démontre qu'il est capable quand même d'avancer, ne serait-ce que regardons, on a eu combien là, le président Zelensky, c'est le 6e président depuis l'indépendance de l'Ukraine, depuis 1991. Il y a eu une seule fois un président qui a fait 2 mandats. Par contre, en Russie, il y a eu combien de présidents depuis 1991 donc voilà, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de changement. Donc voilà, et puis la terreur qui continue aujourd'hui, avec laquelle ils veulent tenir les gens comme des esclaves, c'est juste pas possible. Quand vous voyez les images des villes où il y a une grande présence maintenant de l'armée russe, par exemple comme à Kherson, et où les gens sortent dans la rue et scandent les Russes rentrez chez vous, et ils n'ont pas peur de manifester. On voit toute la différence entre la mentalité d'esclave d'un côté ou la mentalité de quelqu'un qui n'ose pas défendre ses convictions, et puis une autre mentalité combative. On se rappelle encore des Cosaques ukrainiens. On a eu une des premières constitutions en fait en 1710 par Philippe Orly. Donc il y a quand même un parcours, une histoire qui fait qu'ils ne pourront jamais, et même si je ne sais pas par quel miracle ils arrivent soi-disant à occuper Kiev ou l'Ukraine, ils ne pourront jamais tenir le pays parce qu'il y aura toujours le combat pour la liberté.
voilà, donc maintenant on a besoin de vous, on a besoin on est reconnaissant pour toute la solidarité de l'Union européenne, de la France, des autres pays. On a besoin aussi de faire pression sur les entreprises françaises et européennes qui n'ont pas encore quitté la Russie, parce que chaque entreprise française qui reste ou européenne qui reste en Russie et qui paye des impôts finance les bombardements des maternités en Ukraine, des civils et les massacres que vous voyez. On a aujourd'hui 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur maison en un mois. Donc un tiers se retrouve à l'étranger et les autres ont changé de région. Les régions exposées le plus au bombardement, donc ils ont quitté pour les régions un petit peu plus à l'abri. Donc c'est une catastrophe humanitaire. On se demande comment on va pouvoir reconstruire tout ça sans l'aide de la France, sans l'aide de l'Europe, sans l'aide des autres pays partenaires. Ça sera juste pas possible.